Notre itinéraire, c'est un chemin de non-retour. Tout ce que nous faisons, lorsqu'on va décider de... C'est-à-dire les chaînes que nous sommes en train de briser, c'est pour toujours. Donc plus jamais de CEDEAO. Non, c'est fini. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui composent aujourd'hui l'AES, ont décidé de quitter la CEDEAO. Certains disent que c'est une décision historique, salutaire, courageuse et bien réfléchie. D'un autre côté, d'autres disent que c'est une décision précipitée, prise sous le coup de l'émotion. Nos trois chefs d'État ont décidé plutôt d'apporter des solutions, de mettre une offre politique sur la table, une réponse coordonnée de nos trois États. Nous voudrions aussi travailler dans le respect de la dignité de nos peuples, parce que nous ne voulons plus être dans des organisations où d'autres viennent dicter leurs lois, parce qu'ils se sentent supérieurs ou parce qu'ils amènent des ressources financières. Vous êtes d'accord avec moi que d'abord ces États en crise, pour faire un coup d'État et assumer ses responsabilités, c'est très lourd. Mais si on le fait, c'est parce que nous avons une envie d'amener nos peuples donc vers une certaine souveraineté, parce que nous connaissons l'origine de cette crise. Alors, Monsieur le Président, on dit, ok, nous quittons la CEDEAO avec effet immédiat. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali. On quitte avec effet immédiat. Mais Monsieur le Président, ça concerne beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'on fait de la libre circulation des personnes, de vos populations qui sont dans ces pays de la CEDEAO que vous quittez du jour au lendemain? Comment ça va se passer exactement? Parce que les textes disent qu'il faut au moins une année pour pouvoir mettre tout ça en œuvre. Or là, vous dites non, c'est fini maintenant. Oui. D'abord, vous dites les textes disent, mais eux-mêmes n'ont jamais respecté leurs textes. Ça se fait à la tête du client, c'est ce que nous avons remarqué. Les sanctions infligées au Niger, ça n'existe nulle part dans les textes. Donc les premiers qui violent ces textes-là sont ces soi-disant démocrates. Nous quittons, mais nous restons panafricains. N'importe qui en Afrique, un Africain qui veut venir au Burkina, il est le bienvenu chez lui. A priori, mais dans le sens contraire, ça va être compliqué. Quelqu'un qui est au sein de l'AES, on va en parler de l'AES dans un instant, quelqu'un qui est au sein de l'AES, on peut lui dire il ne peut plus aller au Burkina, il ne peut plus aller en Côte d'Ivoire, il ne peut plus aller au Ghana. Ça devient un peu plus compliqué pour ceux qui font leurs affaires là-bas. Nous verrons et nous saurons quelles mesures prendre en temps opportun. Dans cette vidéo, on va décortiquer cette actualité politique qui fait actuellement beaucoup de bruit en Afrique de l'Ouest. Parce que c'est une décision très importante à la fois pour les pays de l'AES, mais aussi pour les autres pays membres encore de la CEDEAO. La vidéo sera divisée en deux parties. La première sera consacrée aux conséquences de cette décision. Parce que contrairement à l'euphorie de certaines personnes qui font croire que tout est positif dans cette situation, non, il y aura des conséquences. Des conséquences pour ces pays-là, économiquement, mais aussi des conséquences pour les populations de ces pays. Et les conséquences pour les populations et les États des pays qui restent encore dans la CEDEAO. Parce que la CEDEAO va être divisée. Certains vont sortir, d'autres vont rester. Donc dans la première partie de la vidéo, on va aborder les conséquences. Et dans la deuxième partie de la vidéo, on va parler des avantages. Qu'est-ce que cela apporte concrètement aux pays de l'AES et à leur population? La première conséquence et la plus importante d'ailleurs de cette décision, c'est le problème de circulation des personnes et de leurs biens. La CEDEAO, on est d'accord, ce n'est pas une institution qui nous a honorés. C'est une institution qui nous a déçus, qui n'a jamais été là pour les peuples. Mais la CEDEAO a créé quelque chose d'important. La CEDEAO nous a permis d'être le même peuple. La CEDEAO a créé une communauté ouest-africaine qui aujourd'hui ne peut pas être dissociée. Et cette décision justement va pousser les pays, les gouvernements à dissocier ces peuples-là. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai du mal à imaginer un Ivoirien avec un titre de séjour au Mali. J'ai du mal à imaginer un Burkinabé demander le visa pour rentrer sur le territoire ivoirien. J'ai beaucoup de mal à imaginer un Nigérien demander le visa pour aller au Nigeria ou alors un Sénégalais demander un titre de séjour au Mali. Et c'est ce qui va arriver malheureusement. Parce que si les pays du Sahel, si les États du Sahel ne sont plus membres de la CEDEAO, c'est qu'il n'y a plus l'accord de libre circulation des personnes et de leurs biens. Sentimentalement, socialement, émotionnellement, ça me fait mal, personnellement.
On aura beau parler, dire que c'est juste politique, mais entre nous, nous savons que ça va avoir un impact néfaste sur la cohésion sociale entre les peuples. Imaginez un peu, les Guinéens, les Ivoiriens, les Sénégalais n'ont pas besoin de visa pour aller au Maroc. Le Maroc, c'est en Afrique du Nord. Mais les Guinéens, les Ivoiriens, les Sénégalais vont avoir besoin d'un visa pour aller au Burkina Faso, pour aller au Mali, pour aller au Niger. Vous trouvez que cela a un sens? Donc, quelque chose va se casser et ça va être très difficile pour nous tous. Ça, c'est d'abord pour l'aspect social. Venons maintenant sur l'aspect économique. Toutes ces personnes-là, tous ces gens qui se déplacent d'un pays à l'autre dans la sous-région ouest africaine partent pour travailler, pour gagner quelque chose, pour exercer un métier ou une activité économique. Mais on va leur dire qu'ils doivent débourser 500, 600 € pour avoir un titre de séjour. Des gens qui parfois n'ont même pas suffisamment d'argent pour se loger dans des conditions dignes. On leur demande de verser 600 ou 500 € pour avoir le titre de séjour, sinon ils deviennent des sans-papiers dans le pays qui fait frontière avec leur pays. S'ils ne sont pas dans des situations favorables, s'ils n'exercent pas un métier qui leur rapporte suffisamment d'argent, ils vont rester sans papier. Ça, c'est triste. Tous les Maliens, tous les Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire aujourd'hui, et on sait que ce sont des millions, toutes ces personnes-là vont devoir se démerder, et pour eux, mais aussi pour leur famille, pour avoir des papiers. Imaginez la souffrance, la galère d'un père burkinabé qui vit en Côte d'Ivoire aujourd'hui avec 5 enfants et une femme. Comment il va faire pour se débrouiller, pour avoir les papiers nécessaires à la scolarisation de ses enfants? C'est la catastrophe. La deuxième problématique qui va être créée, ce n'est pas pour les populations, pour les peuples, mais pour les gouvernements. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina Faso ou encore le Niger n'ont pas accès à la mer. Ils doivent forcément passer par des pays comme le Bénin, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, la Guinée, etc. Si on dit qu'il n'y a plus de libre circulation des marchandises, ça veut dire que les frais douaniers vont exploser. Dans des pays qui sont déjà en train de lutter contre l'inflation galopante, vous imaginez l'impact? Les prix des marchandises vont exploser. Pour une population qui souffre déjà, comment ils vont faire pour amortir, pour atténuer ce changement brusque et violent? Ça va être compliqué. D'autant plus que tous ces pays-là sont engagés sur le front de la lutte contre le terrorisme. On a besoin de beaucoup d'argent pour acheter des munitions pour être efficace au front. S'il faut subventionner certains produits pour atténuer la souffrance de la population, ça va être catastrophique pour les gouvernements en termes de budget. Ça va être compliqué. Donc, je sais qu'ils ont dû réfléchir sur cette décision. On ne peut pas se lever du jour au lendemain pour prendre une décision aussi importante. Mais moi, en tant que citoyen normal, en tant que citoyen lambda, j'ai un peu de mal à avaler la pilule. Donc, le problème des échanges commerciaux va se poser et ça va être très difficile à gérer. Je sais qu'il y a des gens aussi qui parlent de l'accord qui a été signé avec le Maroc. L'accord qui a été signé avec le Maroc, c'est sur une période peut-être de 10 ans, 15 ans comme ça que ça va être concrétisé. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va construire un port, qu'on va faire des rails pour rallier tous ces pays-là à l'océan Atlantique. Non, ça c'est des projets qui vont faire objet d'une étude approfondie d'abord et ensuite d'une planification, d'une budgétisation et ensuite de la réalisation. Tout ça, ça va prendre des années. Et il y a un autre risque. Les pays du Sahel doivent tout faire maintenant pour s'assurer qu'ils ne perdent pas un de leurs membres. Si jamais il y a un changement brusque de gouvernement du Niger, du Mali ou encore du Burkina Faso, ça va être la catastrophe. 2 pays du Sahel ne peuvent rien faire dans leur état actuel. Il faut absolument tout faire pour s'assurer que les systèmes étatiques mis en place par ces 3 gouvernements ne soient pas dépendants des présidents actuels de ces pays. Sinon, il n'y a rien qui garantit la survie de l'AES en tant qu'alliance. La troisième problématique, ce sont les accords. Vous savez qu'actuellement, si on devrait tenir rigueur l'annonce de l'AES, aujourd'hui, à l'instant où vous regardez cette vidéo, la CEDEAO pouvait révoquer tous les passeports des ressortissants de ces pays-là. Parce que les ressortissants de ces pays sont en possession des passeports CEDEAO. Or, si vous n'êtes pas membre de CEDEAO, ça veut dire que vous n'avez plus le droit d'utiliser ce passeport. Donc, si vous n'avez pas le droit d'utiliser le passeport CEDEAO, vous êtes sans papier. Peu importe où vous êtes sans papier.
Donc aujourd'hui, la CEDEAO peut prendre la décision de révoquer, d'annuler tous les passeports des ressortissants des pays membres de l'AES. Je ne suis pas en train de dire que cela va se faire, non. Je sais que les dirigeants de la CEDEAO nous ont déçus, mais je sais qu'ils ne vont pas aller aussi loin. Je sais qu'ils ne vont pas prendre des décisions aussi extrêmes contre les populations innocentes dans cette situation. Mais c'est une possibilité. Surtout que dans le communiqué, les 3 pays membres de l'AES ont dit avec effet immédiat, c'est-à-dire qu'ils ne se sont même pas eux-mêmes donné un délai d'exécution, un délai de préparation. Lorsque l'Angleterre est sortie de l'Union européenne, ils ont préparé leur sortie sur une période de 4 années. Pourtant, l'Angleterre est une grande puissance mondiale. 3 pays dont le pouvoir économique a été suffisamment affaibli ces derniers temps décident de quitter une alliance qui a été créée et dont ils dépendent depuis la prise des indépendances. C'est compliqué. Encore une fois, moi je n'ai jamais dit que la CEDEAO était nécessaire à la survie de nos pays, non. Mais je dis qu'il y a des avantages à la CEDEAO. La CEDEAO, aussi médiocre qu'elle puisse être ou paraître, a des avantages. C'est pour ça qu'elle existe. Sinon, tous les pays seraient déjà sortis. Je sais que certains vont me parler du cas de la Mauritanie. Je suis d'accord. Mais culturellement, socialement, la Mauritanie n'est pas aussi intégrée que les pays du Sahel aujourd'hui. Les pays du Sahel font partie intégrante de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais il n'y a pas que des conséquences. Cette décision aura aussi des avantages. Le premier avantage que cette décision va avoir pour les États du Sahel, c'est qu'ils auront désormais la liberté d'action et des manœuvres. Dans la CEDEAO, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Les États du Sahel ont une préoccupation et une seule pour le moment. C'est la lutte contre les terroristes au Sahel. Si ce combat doit se gagner sur une période de 5 ans ou 10 ans, ils sont prêts. Par contre, les dirigeants de la CEDEAO ont d'autres objectifs. Pour eux, l'idéal et surtout le plus important n'est pas la sécurité des citoyens du Sahel, mais la mise en place de leurs copains, des gouvernements corrompus qui vont venir jouer le jeu occidental. C'est ça le problème. Et c'est pour cette raison qu'on peut comprendre, peu importe la difficulté auquel les États du Sahel vont être confrontés, quelque part, quand on y réfléchit bien, on peut aussi comprendre leur réaction. Parce que les gens qui sont censés les aider, ce sont ces mêmes gouvernements, ces mêmes chefs d'État qui sont en train de les persécuter. C'est difficile, c'est compliqué. Donc en sortant de la CEDEAO, aucun membre de la CEDEAO, aucune institution de la CEDEAO ne pourra plus jamais leur barrer la route. Au nom de quoi? De quel accord? Ils se donnent en fait la liberté d'action. Ils se donnent une sorte d'indépendance vis-à-vis de la CEDEAO, qu'ils considèrent même désormais comme un instrument des puissances étrangères. Donc en sortant de la CEDEAO, ces pays-là pourront décider de quand et comment ils voudront organiser les élections dans leur pays. Ils pourront changer les constitutions. Les présidents actuels pourront même rester jusqu'à la fin des temps au pouvoir. Personne ne viendra dire quoi que ce soit. Donc, ils auront la liberté totale de faire dans leur pays ce qu'ils voudront, tant que le peuple sera de leur côté. Et même si le peuple, à un moment donné, se rétracte, je crois que ce sera peine perdue, ce sera trop tard, parce que personne ne viendra se mêler de leurs affaires. Le deuxième avantage, c'est que désormais, ils seront maîtres de leur destin, la maîtrise sur les décisions politiques. Il n'y a plus à dire, c'est la CEDEAO qui a décidé ça. Non. Maintenant, ce sera soit l'AES, soit c'est le Mali qui décide, soit c'est le Niger qui décide individuellement. Soit les pays pourront décider individuellement de tout ce qu'ils veulent, soit en tant qu'alliance, l'AES pourra décider. Donc, dire que c'est la France qui a fait ceci, la Russie ou les États-Unis, personne ne viendra maintenant dire cela. Parce que désormais, ces États ne pourront plus rien faire contre les dirigeants de l'AES. À moins qu'ils viennent s'insérer dans les affaires internes de ces pays, en passant par les citoyens ou en passant par des gouvernements de ces pays eux-mêmes. Sinon, ni la France, ni la Russie, ni l'Allemagne ne pourra maintenant utiliser la CEDEAO pour mettre pression sur l'AES. Donc, quelque part, on peut dire qu'ils se sentent rassurés et en sécurité vis-à-vis d'une éventualité d'attaque venant de l'Occident. Peut-être qu'il y a d'autres avantages que moi je ne connais pas, mais pour le moment, c'est ce que moi je vois. S'il y a d'autres choses que vous connaissez, qui sont à l'avantage des États du Sahel, s'il y a d'autres portes de sortie qui vont être ouvertes grâce à cette décision historique, mettez-les en commentaire. En attendant, moi j'ai un souhait et un seul. Mon souhait, c'est qu'on arrive à maintenir et surtout à garantir la liberté de circulation des personnes et de leurs biens entre
tous les pays dans l'Afrique de l'Ouest, parce que nous sommes le même peuple. Ceux qui sont venus et qui ont divisé nos pays nous ont séparés de nos familles. Il y a des Guinéens qui sont en Guinée, qui ont été séparés de leurs frères maliens. Il y a des Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont été séparés de leurs frères burkinabés, et vice-versa. Il y a des Sénégalais qui ont été séparés des Guinéens, et ainsi de suite. C'était des empires. Les empires ont été divisés. Or, les empires étaient constitués des mêmes peuples. Aujourd'hui, on ne peut pas nous dire que pour prendre la voiture et partir de l'autre côté de la frontière, on a besoin des mêmes papiers qui sont nécessaires quand on doit prendre un vol pour aller en France, en Allemagne ou encore aux États-Unis. Pas normal. Donc, c'était mon opinion. Si vous avez aussi posé ou alors qui vont dans le même sens que ce que j'ai avancé dans cette vidéo, mettez-les en commentaire. Abonnez-vous et mettez un pouce bleu.